Ma femme a abandonné nos enfants après que ses amis l'ont convaincue qu'elle gâchait sa jeunesse en étant coincée à la maison. 9 ans plus tard, elle est revenue en s'attendant à redevenir leur mère. Mais j'ai déjà une femme que mes enfants appellent maman. Il y a 9 ans, lorsque mon fils Jake avait 6 ans et ma fille Emma en avait 4, mon ex-femme Sarah a pris une décision qui allait bouleverser nos vies à jamais. Nous traversions une période difficile dans notre mariage, ce qui n'était pas entièrement de sa faute, car je travaillais de longues heures et je n'étais probablement pas le mari le plus attentif. Mais nous essayions tous les deux de faire fonctionner notre famille. Le problème a commencé quand Sarah a commencé à passer du temps avec un groupe d'amis de son cours de yoga et des femmes toutes divorcées ou jamais mariées qui semblaient avoir des opinions bien tranchées sur les structures familiales traditionnelles et sur les limites que, selon elles, le mariage et la maternité imposaient à l'épanouissement personnel d'une femme. Ses amis, en particulier une femme nommée Jessica, qui avait quitté sa propre famille des années plus tôt et qui vivait ce qu'elle appelait sa vie authentique en parcourant le pays dans un van aménagé, ont commencé à remplir la tête de Sarah d'idées sur le fait qu'elle gaspillait sa jeunesse en étant enchaînée aux responsabilités domestiques. Au début, je pensais que ce n'était qu'une phase, et je l'ai encouragée à faire des escapades le week-end avec ses amis, allant même jusqu'à prendre plus de responsabilités avec les enfants pour qu'elle ait la liberté de poursuivre ses intérêts. Cependant, au lieu d'aider notre relation, cela l'a détériorée, car plus elle passait de temps loin de la maison, plus elle devenait distante envers moi et les enfants, et plus elle était convaincue qu'elle avait commis une terrible erreur en se mariant et en ayant des enfants si jeunes. Le point de rupture est survenu lors de ce que je pensais être des vacances en famille à la plage. Au lieu de profiter de notre temps ensemble, Sarah a passé la majeure partie du séjour au téléphone avec Jessica et ses amis, parlant de combien elle se sentait piégée et qu'elle devait faire de grands changements avant qu'il ne soit trop tard. Le dernier soir à la plage, après que les enfants se soient endormis, Sarah m'a dit qu'elle avait décidé de nous quitter et de recommencer ailleurs, quelque part où elle pourrait découvrir qui elle était vraiment sans les obligations familiales. Elle a dit que Jessica lui avait proposé un hébergement en Californie et qu'elle pensait qu'il serait mieux pour tout le monde qu'elle disparaisse de nos vies, plutôt que de continuer à être une source de malheur. J'étais complètement anéanti et j'ai tout essayé pour la convaincre de rester, thérapie de couple, thérapie individuelle, séparation temporaire, voire mariage ouvert. Mais sa décision était prise, et elle voyait toute tentative de ma part comme un moyen de la contrôler et de l'empêcher de vivre sa vie authentique. Le plus difficile, c'était de voir à quel point Jake et Emma étaient confus et brisés quand Sarah leur a expliqué qu'elle partait pour un moment, et qu'ils allaient rester avec moi. Mais elle leur a promis que cela ne voulait pas dire qu'elle les aimait moins, et qu'elle reviendrait les voir dès qu'elle serait installée. Jake n'arrêtait pas de demander s'il avait fait quelque chose de mal pour que maman veuille partir, tandis qu'Emma pleurait et suppliait Sarah de ne pas s'en aller. Après le départ de Sarah, je me suis retrouvé père célibataire de 2 jeunes enfants confrontés à des problèmes d'abandon, demandant sans cesse quand leur mère allait revenir, tout en gérant mes propres sentiments de trahison et de deuil. Les premiers mois ont été terribles. Je devais gérer le travail, la garde des enfants, les tâches ménagères, tout en maintenant ma santé mentale et en aidant Jake et Emma à faire face à leurs émotions. Sarah appelait parfois au cours de la première année, souvent tard le soir, après avoir bu et se sentir coupable. Mais ces conversations étaient déroutantes et douloureuses pour les enfants, car elles leur faisaient des promesses de visite qui ne se réalisaient jamais. Finalement, j'ai changé notre numéro de téléphone et je lui ai demandé d'arrêter d'appeler, car ce contact irrégulier faisait plus de mal que de bien à Jake et Emma, qui espéraient à chaque fois pour ensuite être déçus quand elles disparaissaient de nouveau. Environ 3 ans après le départ de Sarah, j'ai rencontré ma femme actuelle, Lisa, lors d'une collecte de fonds scolaires où elle était bénévole en tant qu'enseignante d'Emma. Ce qui a commencé comme une amitié s'est lentement transformé en quelque chose de plus profond. Lisa a fait preuve d'une grande patience face au bagage émotionnel que je portais et au défi de fréquenter un homme avec des enfants encore marqués par l'abandon de leur mère. Ce qui m'a le plus impressionné chez Lisa, c'est la manière naturelle dont elle s'est connectée avec Jake et Emma, sans jamais essayer de remplacer leur mère ni forcer une relation, mais simplement en étant présente et constante d'une manière qui leur a permis de lui faire confiance. Peu à peu, elle a commencé à aider Emma avec ses devoirs, à assister aux matchs de football de Jake, et à devenir une partie intégrante de notre quotidien, sans jamais que cela ne paraisse forcé. Après environ 2 ans de relation, Lisa et moi avons commencé à parler d'adoption. Lisa s'était engagée à être leur parent, peu importe ce qu'il adviendrait entre elle et moi. Le processus d'adoption a été simple, car Sarah avait essentiellement disparu complètement et qu'elle n'avait fait aucun effort pour maintenir le contact ni fournir un soutien financier, ce qui constituait légalement un abandon. Lorsque l'adoption a été finalisée l'année dernière, ce fut l'un des jours les plus heureux de notre vie. Jake et Emma, désormais âgés de 15 et 13 ans,
sont devenus des adolescents formidables, qui ont tissé un lien profond avec Lisa, qu'ils appellent maman, sans que nous ne les y ayons jamais poussés. Ils se souviennent encore de leur mère biologique, mais leurs souvenirs se sont estompés et ont été remplacés par la réalité de la famille qu'ils ont aujourd'hui. Pour eux, Sarah est davantage une figure du passé lointain qu'une personne ayant une réelle place dans leur vie actuelle. Il y a 3 semaines, Sarah s'est présentée à notre porte, sans prévenir, l'air plus âgé mais autrement inchangé. Elle affirmait avoir pensé à nous constamment et avoir enfin compris que nous quitter avait été la plus grande erreur de sa vie, et qu'elle voulait revenir et faire à nouveau partie de notre famille. Elle expliqua qu'elle avait passé 9 ans à voyager à travers le pays, occupant divers emplois, explorant différents modes de vie et relations, cherchant à se retrouver. Mais rien ne lui avait apporté la satisfaction qu'elle espérait. Elle avait compris, petit à petit, que le bonheur qu'elle cherchait avait toujours été ici, avec nous. J'étais sous le choc de la voir, car j'avais supposé qu'elle avait complètement tourné la page. Je l'ai invitée à prendre un café et j'ai appelé Lisa pour qu'elle rentre plus tôt à la maison, afin que nous puissions décider ensemble comment gérer la situation. Lisa a fait preuve d'une grande élégance, malgré l'inconfort évident causé par le retour soudain de Sarah. Celle-ci semblait réellement repentante et reconnaissait avoir commis une erreur terrible. Mais elle nourrissait aussi des attentes irréalistes, elle pensait pouvoir simplement revenir dans nos vies comme si les 9 dernières années n'avaient jamais existé. Elle parlait de passer du temps avec Jake et Emma, de les emmener en voyage, de les aider avec leurs devoirs, d'assister aux événements scolaires et de reconstruire peu à peu la relation mère-enfant qu'elle avait abandonnée. La véritable épreuve est survenue lorsque Jake et Emma sont rentrés de l'école et ont trouvé leur mère biologique assise dans le salon. Leur réaction fut immédiate et sans équivoque. Jake est devenu visiblement en colère et a demandé à Sarah pourquoi elle était revenue, et si elle s'attendait à ce qu'ils oublient tout et l'accueillent à bras ouverts. Emma, elle, s'est réfugiée derrière Lisa et refusait même de regarder Sarah. Les 2 enfants ont été très clairs, ils n'avaient aucun intérêt à renouer une relation avec Sarah et considéraient Lisa comme leur véritable mère. Sarah a été bouleversée par ce rejet et a tenté d'expliquer qu'elle comprenait leur colère et était prête à aller lentement. Mais Jake l'a interrompu en disant qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour compenser 9 années d'absence, et qu'ils avaient déjà une mère qui, elle, se souciait vraiment d'eux. Après le départ de Sarah, Lisa et moi avons eu une longue discussion avec les enfants pour savoir ce qu'ils voulaient que nous fassions. Nous leur avons dit clairement que nous les soutiendrions dans leurs décisions et qu'ils ne devaient pas se sentir obligés d'entretenir une relation avec Sarah s'ils n'en avaient pas envie. Jake et Emma ont été catégoriques, ils ne voulaient rien avoir à faire avec Sarah, ne voulaient plus qu'elle vienne chez nous ni qu'elle essaie de les contacter à l'école. Ils nous ont demandé de lui faire comprendre qu'ils étaient heureux avec leur famille actuelle et qu'ils n'avaient pas besoin d'elle dans leur vie. C'est là que je me demande si je suis peut-être le salaud. J'ai appelé Sarah et je lui ai dit que, même si je comprenais son désir de renouer le contact, les enfants avaient exprimé clairement leurs sentiments, et que j'allais respecter leur choix. Je ne les forcerai pas à entretenir une relation contre leur volonté. J'ai expliqué qu'ils étaient assez grands pour décider eux-mêmes de qui ils voulaient dans leur vie, et qu'après 9 années à construire une famille stable avec Lisa, ils ne voulaient pas perturber cet équilibre pour quelqu'un qui avait volontairement tourné le dos à tout cela. Sarah s'est mise en colère et m'a accusé d'avoir monté les enfants contre elle, m'accusant aussi de l'empêcher d'exercer ses droits parentaux, et menaçant d'engager une procédure judiciaire pour obtenir un droit de visite ou une garde partielle. Mais je ne suis pas sûr quelle est la moindre légitimité légale, après les avoir abandonnés et avoir permis à Lisa de les adopter. Je ne sais sincèrement pas si je fais ce qu'il faut, et je me remets sans cesse en question. Car même si je pense que ce soudain désir de redevenir mère est probablement motivé par la culpabilité plus que par une réelle préoccupation pour Jake et Emma, je me demande si je ne les prive pas d'une opportunité d'avoir une relation avec leur mère biologique. Donc, Reddit, suis-je un salaud parce que je soutiens la décision de mes enfants de refuser tout contact avec leur mère biologique? Ou devrais-je les encourager à lui donner une seconde chance? Mise à jour. Une petite mise à jour pour ceux qui suivent, car les choses ont évolué de façon inattendue, et j'ai besoin d'un autre point de vue sur la manière dont nous gérons les tentatives continues de Sarah de s'imposer dans notre vie de famille. Après avoir lu vos nombreux commentaires réfléchis, j'ai décidé de prendre rendez-vous à la fois avec un avocat spécialisé en droit de la famille et avec un thérapeute spécialisé dans les problématiques d'adoption. Je voulais m'assurer que je prenais mes décisions en gardant l'intérêt de Jake et Emma à l'esprit, et non en réagissant simplement sur le plan émotionnel. La consultation juridique a été extrêmement instructive, et un grand soulagement, car l'avocat a confirmé ce que beaucoup d'entre vous avaient suggéré, les droits parentaux de Sarah avaient été légalement révoqués lorsqu'elle a abandonné les enfants, et Lisa a pu les adopter sans que Sarah ait besoin de donner son consentement. Dans notre État,
Les droits parentaux peuvent être révoqués pour abandon si un parent n'a eu aucun contact pendant plus d'1 an et n'a pas fourni de soutien financier, ce qui s'applique clairement à Sarah. Concrètement, cela signifie que Sarah n'a aucun fondement juridique pour exiger un droit de visite ou une garde partielle. Toute tentative de contester l'adoption exigerait qu'elle prouve qu'elle a été empêchée de maintenir le contact contre sa volonté, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'elle a choisi de partir et n'a fait aucun effort pour rester en contact. J'ai appelé Sarah pour avoir une conversation franche sur la réalité de la situation, en espérant que si je lui expliquais les faits juridiques et les souhaits des enfants, elle comprendrait que poursuivre dans cette voie serait inutile et potentiellement nuisible. La conversation ne s'est pas déroulée comme je l'espérais, mais elle m'a permis de mieux comprendre l'état d'esprit de Sarah. Lorsque je lui ai expliqué que l'adoption avait légalement mis fin à ses droits parentaux, Sarah s'est emportée et m'a accusé d'utiliser des technicités juridiques pour l'éloigner de ses enfants, comme si l'adoption était une manœuvre bureaucratique plutôt que la conséquence naturelle de son abandon. Ce qui est devenu évident, c'est que Sarah s'est construite un récit autour de son départ qui minimise sa responsabilité et met l'accent sur des facteurs extérieurs, comme les conseils de ses amis ou ses problèmes de santé mentale. Elle parlait de son départ comme de quelque chose qui lui était arrivé, et non comme d'un choix qu'elle avait fait. Et elle semblait sincèrement surprise qu'il puisse y avoir des conséquences durables. Elle nourrissait aussi des attentes irréalistes concernant la reconstruction d'une relation avec Jake et Emma, parlant de voyages à faire ensemble et d'aide pour préparer l'université, comme si les 9 dernières années n'avaient été qu'une brève interruption, au lieu de constituer la majeure partie de leurs souvenirs conscients. Lorsque je lui ai expliqué que les 2 enfants avaient été très clairs sur le fait qu'ils ne souhaitaient pas de contact, et que je respecterais leur choix, Sarah s'est effondrée en larmes. Elle disait comprendre leur colère, mais affirmait être une personne différente à présent, et méritait une chance de prouver qu'elle pouvait être la mère dont ils avaient besoin. Au lieu de continuer à menacer de poursuites judiciaires, Sarah a demandé s'il existait un moyen de communiquer avec Jake et Emma de manière indirecte, peut-être par lettre ou appel téléphonique, afin de pouvoir s'excuser sans imposer de rencontre en face à face, qu'ils ne souhaitaient pas. Je lui ai dit que j'en parlerais avec Lisa et les enfants, en précisant que toute communication serait entièrement volontaire et pourrait être interrompue à tout moment si cela devenait inconfortable. Lorsque j'ai abordé le sujet avec Jake et Emma, leur réaction était différente, mais tout aussi forte. Après plusieurs discussions en famille et une séance chez le thérapeute, Emma a décidé qu'elle accepterait de recevoir le numéro de téléphone de Sarah, et peut-être de lui parler occasionnellement mais uniquement si Sarah comprenait bien que cela ne signifiait pas qu'Emma voulait une relation, ni qu'elle était ouverte à des rencontres en personne. Jake, lui, restait fermement opposé à tout contact, et j'ai été très clair auprès de Sarah sur le fait qu'elle devait respecter pleinement sa décision. Hier, j'ai donné à Sarah le numéro d'Emma, et Jake a fini par donner le sien également, tout en précisant explicitement qu'il ne promettait pas de répondre aux appels et qu'il pourrait changer d'avis à tout moment. J'ai également fixé des limites claires sur le moment et la fréquence des appels, lui demandant de ne pas dépasser 1 à 2 fois par semaine, et d'éviter de téléphoner pendant les heures de cours ou tard le soir. Sarah s'est montrée extrêmement reconnaissante de ce compromis, et a promis de respecter les limites fixées, et de ne pas faire pression sur les enfants pour avoir plus de contact qu'ils ne le souhaitaient. Même si je reste sceptique sur sa capacité à respecter réellement ses limites, vu à quel point elle semble désespérée de renouer, je ne suis honnêtement pas certain d'avoir pris la bonne décision. Une part de moi craint que tout contact, même limité, donne à Sarah de faux espoirs qu'elle pourrait, petit à petit, retrouver un rôle plus important, ce qui mènerait à de nouvelles déceptions et conflits. En même temps, je ne voulais pas être celui qui décidait à la place de Jake et Emma, surtout qu'Emma avait exprimé une curiosité sincère pour un contact limité. Nous verrons bien comment cela évolue. Mais je tenais à mettre à jour ceux qui nous ont suivis jusque-là, et à vous dire que vos conseils, centrés sur le bien-être émotionnel des enfants, ont été d'une aide précieuse. Mise à jour 2. Comme je l'avais mentionné dans ma dernière mise à jour, nous avions accepté que Sarah ait un contact téléphonique limité, dans la mesure où cette communication serait totalement volontaire, et qu'elle respecterait les limites établies concernant la fréquence et les horaires. Pendant les premiers jours, cela semblait relativement bien fonctionner. Sarah a appelé Emma 2 fois dans la semaine, et Emma a effectivement répondu les 2 fois, ayant des conversations brèves mais polies à propos de l'école et de ses centres d'intérêt. Toutefois, Emma m'a dit par la suite que les conversations lui paraissaient étranges et forcées, et qu'elle ne savait pas trop quoi dire à quelqu'un qui, au fond, était une étrangère, mais qui continuait à se présenter comme sa mère. Jake, fidèle à sa parole, n'a pas répondu aux appels de Sarah et a fini par bloquer son numéro après qu'elle ait appelé plusieurs fois dans la même journée, ce que j'ai trouvé tout à fait raisonnable pour faire respecter ses limites. Les problèmes ont commencé cette semaine, quand Emma,
submergée par les examens de mi-semestre et une grande présentation qui la stressait beaucoup, a cessé de répondre aux appels de Sarah, parce qu'elle était occupée à réviser et n'avait pas l'énergie émotionnelle pour gérer ce qu'elle qualifiait de « conversation gênante avec quelqu'un qui ne me connaît pas vraiment ». Au lieu de comprendre qu'une adolescente de 13 ans pouvait avoir d'autres priorités, Sarah est devenue de plus en plus anxieuse de ne pas avoir de nouvelles d'Emma, et a commencé à appeler plus fréquemment, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés, demandant à Emma de la rappeler, car elle craignait d'avoir dit quelque chose de mal ou que quelqu'un l'empêchait de parler à sa fille. Emma m'a montré certains de ces messages, et ils étaient préoccupants, car Sarah y paraissait très émotive, presque paniquée, parlant de combien Emma lui manquait et de combien ces conversations étaient importantes pour sa santé mentale et son espoir de reconstruire leur relation. Un message en particulier m'a beaucoup dérangé, dans lequel Sarah disait qu'elle avait attendu toute la semaine leurs appels, et que le silence d'Emma faisait ressurgir tous ses sentiments de perte et de regret. Lorsque j'ai parlé avec Emma de ces messages, elle a reconnu qu'il la faisait se sentir coupable et anxieuse, et qu'elle commençait à regretter d'avoir accepté tout contact, car elle avait l'impression que Sarah attendait bien plus qu'elle ne pouvait ou ne voulait offrir. Elle a dit que parler à Sarah ressemblait davantage à un devoir qu'à quelque chose qu'elle avait envie de faire. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle ne devait rien à Sarah, et qu'elle pouvait arrêter les appels à tout moment sans culpabiliser. Nous avons convenu qu'elle ferait une pause dans les contacts téléphoniques pour se concentrer sur l'école et prendre du recul, afin de réfléchir à ce qu'elle souhaitait réellement. Mais au lieu de respecter le besoin d'espace d'Emma, ou même de me contacter pour comprendre pourquoi ses appels n'étaient plus répondus, Sarah a pris une décision qui a complètement détruit la moindre confiance que je pouvais encore avoir dans sa capacité à mettre les besoins des enfants avant ses propres désirs. Hier après-midi, j'ai reçu un appel de la conseillère scolaire d'Emma, m'informant qu'une femme inconnue s'était présentée à l'école, affirmant être la mère d'Emma, et exigeant de la voir. Le personnel a dû appeler la sécurité lorsque la femme s'est montrée agitée et a refusé de partir après qu'on lui a dit qu'elle n'était pas autorisée à voir Emma. Apparemment, Sarah s'était rendue au bureau de l'école pendant la pause déjeuner, et avait dit à la secrétaire qu'elle était la mère biologique d'Emma et qu'elle devait lui parler de toute urgence à cause d'une prétendue urgence familiale. Mais lorsque le personnel a vérifié les dossiers et vu que Lisa était enregistrée comme mère d'Emma pour les contacts d'urgence, ils ont dit à Sarah qu'ils ne pouvaient pas lui permettre de voir Emma sans autorisation officielle. Selon la conseillère, Sarah est devenue très contrariée, a commencé à se disputer avec le personnel en affirmant qu'il s'agissait d'une erreur dans leur dossier, qu'elle était la véritable mère d'Emma et qu'elle avait tous les droits de voir son enfant. La situation a dégénéré lorsque Sarah a apparemment essayé de chercher Emma elle-même, parcourant les couloirs et regardant dans les salles de classe, ce qui a poussé l'école à appeler la sécurité, puis finalement la police, qui l'a escortée hors de l'établissement. Quand je suis allé chercher Emma à l'école, elle était visiblement bouleversée et embarrassée. Et n'a cessé de demander pourquoi Sarah était venue à son école, et si cela voulait dire que Sarah allait désormais apparaître dans des endroits où Emma était censée se sentir en sécurité. Elle a également dit qu'elle avait l'impression que tout cela était de sa faute, parce qu'elle n'avait pas répondu aux appels de Sarah, ce qui m'a littéralement brisé le cœur. Une enfant de 13 ans ne devrait jamais se sentir responsable du comportement inapproprié d'un adulte. J'ai immédiatement appelé Sarah et je lui ai dit, sans la moindre ambiguïté, que venir à l'école d'Emma était complètement inacceptable, qu'elle avait violé toutes les limites que nous avions fixées, et qu'elle avait trahi la confiance que nous avions placée en elle. Je lui ai expliqué que son comportement avait effrayé Emma et créé exactement le genre de drame que nous voulions éviter. La réponse de Sarah a été de se montrer sur la défensive, émotive, en disant qu'elle était inquiète pour Emma parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis plusieurs jours, et qu'elle voulait simplement s'assurer qu'Emma allait bien. Elle a tenté de justifier les messages vocaux en expliquant qu'elle n'avait jamais voulu lui mettre la pression. Elle prétendait ne pas avoir voulu causer de problème, et qu'elle avait dit à l'école qu'il s'agissait d'une urgence familiale parce qu'elle ne savait pas comment faire autrement pour voir sa fille. Quand je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait aucune urgence familiale, et qu'elle avait en réalité menti aux employés de l'école et tenté de contourner les protocoles de sécurité, Sarah m'a répondu que, pour elle, ne pas pouvoir parler à sa fille constituait une urgence, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde lui compliquait autant les choses, alors qu'elle ne voulait qu'avoir une relation avec ses enfants. Cette réponse a mis en lumière à quel point Sarah ne comprend pas la situation, et à quel point son approche est centrée sur elle-même. Elle considère tout obstacle à un accès immédiat à Jake et Emma comme une injustice qui bafoue ses droits de mère, au lieu de reconnaître que ses enfants sont des individus, avec leurs propres sentiments, leur droit à la sécurité et à l'intimité. Je lui ai dit que son comportement à l'école avait éliminé toute possibilité de poursuite des appels téléphoniques, et qu'elle devait désormais rester complètement à l'écart de notre famille, y compris ne pas se présenter dans des lieux où les enfants pourraient se trouver. Je l'ai également informé que, si elle violait de nouveau ses limites,
j'engagerai une procédure pour obtenir une ordonnance restrictive. Sarah s'est mise à pleurer, disant que j'étais cruel, que j'utilisais son erreur pour la punir et la tenir éloignée de ses enfants de manière définitive. Mais je lui ai clairement expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une punition, il s'agissait de protéger Jake et Emma contre une personne qui avait démontré qu'elle ne pouvait pas respecter leur autonomie, ni mettre leurs besoins au-dessus de ses propres désirs. Les deux enfants ont été très clairs, ils ne veulent plus aucun contact avec Sarah, après cet incident. Et Emma semble soulagée de ne plus avoir à se soucier de gérer les attentes de Sarah. Honnêtement, je m'en veux terriblement d'avoir accepté un contact quelconque, car je pense que j'aurais dû savoir qu'une personne qui a abandonné ses enfants pendant 9 ans, puis qui réapparaît en exigeant immédiatement une relation, n'avait probablement pas la stabilité émotionnelle nécessaire pour respecter des limites raisonnables. Je vous tiendrai au courant si Sarah respecte la limite de non-contact ou si nous devons poursuivre une procédure légale de protection. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur le fait d'aider Jake et Emma à se sentir en sécurité et protégés, et à leur rappeler que le comportement de Sarah n'est en aucun cas leur responsabilité. Mise à jour 3. Après l'incident à l'école décrit dans ma dernière mise à jour, nous avons mis en place une règle stricte de non-contact avec Sarah, et nous avons clairement dit aux enfants qu'ils n'avaient plus à se soucier de gérer les attentes de Sarah, et qu'ils pouvaient se concentrer sur leur vie normale, sans le stress constant de devoir naviguer dans une relation avec quelqu'un qui avait prouvé qu'elle ne respectait pas leurs limites. Pendant environ une semaine, cela a bien fonctionné, et Jake et Emma semblaient soulagés d'avoir enfin une résolution qui leur permettait d'avancer sans craindre le prochain appel ou une apparition inattendue de Sarah. Cependant, vendredi soir dernier, Emma est venue nous voir, Lisa et moi, avec une demande qui nous a franchement surpris tous les deux, et que je ne suis toujours pas certain d'avoir bien géré. Emma nous a dit qu'elle avait repensé au message vocal que Sarah avait laissé avant l'incident à l'école, et que, bien qu'elle ne veuille absolument pas entretenir une relation continue avec Sarah, elle ressentait le besoin de l'appeler une fois, pour lui expliquer clairement sa décision, et lui dire directement qu'elle ne souhaitait plus aucun contact plutôt que ce soit moi qui transmette le message à sa place. Emma a dit qu'elle se sentait coupable de la façon dont les choses s'étaient terminées, avec Sarah expulsée de l'école, puis informée par mon intermédiaire que tout contact était coupé. Elle pensait que Sarah méritait d'entendre directement d'elle les raisons de ce refus de relation, même si cette conversation allait être difficile et définitive. Lisa et moi avons longuement discuté de cela avec Emma, en nous assurant qu'elle comprenait bien qu'elle ne devait aucune explication à Sarah, et que sa propre santé mentale et émotionnelle était plus importante que les sentiments de Sarah. Nous avons aussi abordé la possibilité que cet appel donne à Sarah de faux espoirs, ou qu'elle utilise cette opportunité pour faire pression sur Emma en vue de plus de contacts. Mais Emma était très claire sur ce qu'elle voulait dire et semblait avoir bien réfléchi au risque. Elle nous a dit qu'elle voulait expliquer à Sarah que, même si elle ne la détestait pas, et qu'elle comprenait que Sarah regrettait son départ, les dégâts avaient été faits, et que trop de temps avait passé pour construire le type de relation mère-fille que Sarah semblait souhaiter. Nous avons convenu que l'appel se ferait en haut-parleur, pour que Lisa et moi puissions suivre la conversation et intervenir si nécessaire, et qu'Emma aurait une liste écrite de points à aborder, pour ne pas être déstabilisée si Sarah devenait émotive. L'appel a eu lieu samedi après-midi, et il s'est déroulé à la fois mieux et moins bien que ce que nous avions imaginé. Emma a été incroyablement mature dans la manière dont elle a exprimé ses sentiments à Sarah, lui disant qu'elle appréciait ses excuses et son désir de se racheter, mais qu'elle avait construit une vie et une famille dans lesquelles Sarah n'avait pas sa place, et qu'elle ne voulait pas risquer le bonheur et la stabilité qu'elle avait trouvé avec Lisa comme mère. Sarah, à son crédit, a écouté sans interrompre ni contester, et semblait comprendre qu'il s'agissait de la décision finale d'Emma. Elle a dit à Emma qu'elle était fière de la personne qu'elle était devenue, et qu'elle était heureuse qu'elle ait trouvé le bonheur et l'équilibre même si ce n'était pas avec elle. Cependant, vers la fin de la conversation, Sarah est devenue très émotive et elle a dit à Emma qu'elle comprenait pourquoi celle-ci ne voulait pas d'elle dans sa vie, et qu'elle savait qu'elle avait commis des erreurs irréparables qui lui avaient coûté la chance d'être une mère pour ses enfants. Elle a expliqué qu'elle avait espéré qu'en revenant et en s'excusant, cela pourrait, d'une certaine manière, compenser les années qu'elle avait perdues. Mais elle reconnaissait désormais que certains dégâts ne pouvaient pas être réparés, et que certaines décisions ne pouvaient pas être effacées. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'était le ton de Sarah pendant cette partie de la conversation et il sonnait très final, très désespéré, comme si elle ne faisait pas seulement ses adieux à la possibilité d'avoir une relation avec Emma, mais à tout le reste aussi. Elle répétait qu'elle avait tout gâché, qu'elle avait ruiné sa vie, et qu'elle ne méritait pas d'être heureuse après ce qu'elle avait fait. Emma a fait preuve d'une grande maturité, restant centrée sur ses propres décisions au lieu de chercher à consoler Sarah, mais je pouvais voir que la tonalité très sombre de Sarah l'affectait profondément.
L'appel s'est terminé avec Sarah remerciant Emma d'avoir eu le courage de lui parler directement, et lui disant qu'elle espérait qu'Emma aurait une vie merveilleuse, et qu'elle était désolée pour toute la douleur que son retour avait causée. Emma a répondu qu'elle lui pardonnait de les avoir quittés, et qu'elle espérait que Sarah trouverait le bonheur dans sa propre vie, mais qu'elle ne se reparlerait plus. Après avoir raccroché, Emma semblait soulagée d'avoir eu cette conversation, et satisfaite d'avoir pu exprimer ses sentiments de façon claire et bienveillante. Mais elle était aussi épuisée émotionnellement, et a passé le reste du week-end à traiter ses émotions avec Lisa et moi. Nous pensions que cette conversation avait permis de tourner la page, pour Emma comme pour Sarah. Et même si cela avait été douloureux, c'était finalement une manière saine de mettre fin à ce chapitre. Mais mardi matin dernier, j'ai reçu un appel qui a tout changé, et qui m'a fait remettre en question la manière dont nous avions géré cette situation depuis le début. L'appel venait d'une assistante sociale d'un hôpital dans la ville où Sarah vivait. Elle m'informait que Sarah avait été admise en service psychiatrique après ce qui semblait être une tentative de suicide, et que j'étais listé comme contact d'urgence probablement depuis l'époque où nous étions encore mariés, malgré notre divorce datant d'il y a 9 ans. D'après l'assistante sociale, Sarah avait pris une overdose de médicaments sur ordonnance dans la nuit de lundi à mardi, et avait été retrouvée par son propriétaire, qui s'était inquiété de ne pas l'avoir payé son loyer. Elle avait laissé une note, s'excusant pour la douleur qu'elle avait causée à sa famille, disant qu'elle réalisait avoir perdu ses enfants pour toujours, et qu'elle ne pouvait plus vivre avec cette culpabilité et ce regret. J'ai été totalement choqué, horrifié. Ma première réaction a été de me demander si l'appel d'Emma avait pu, d'une manière ou d'une autre, déclencher cette tentative. Et si j'étais, indirectement, responsable d'avoir placé Sarah dans un état mental dangereux en soutenant la décision d'Emma de mettre fin au contact, de façon permanente. J'en ai immédiatement parlé à Lisa. Puis j'ai rappelé l'assistante sociale de l'hôpital pour lui expliquer notre situation familiale, que Sarah avait abandonné les enfants il y a 9 ans, et que tout contact avec elle avait été traumatisant et déstabilisant pour eux. Je lui ai demandé de bien vouloir transmettre à Sarah que, même si nous espérions qu'elle reçoive les soins de santé mentale dont elle avait besoin, nous ne viendrions pas la voir et ne participerions pas à sa prise en charge de quelque manière que ce soit. J'ai également transmis à l'assistante sociale les coordonnées de la sœur de Sarah, qui vit à l'autre bout du pays, mais qui pourrait peut-être lui offrir un soutien familial pendant sa convalescence. Car, malgré tout, je pense que Sarah ne devrait pas être seule dans cette crise même si ce ne peut pas être à nous de lui fournir ce soutien. L'assistante sociale a été très compréhensive quant à notre position, et m'a assuré que le personnel de l'hôpital ne nous mettrait pas la pression pour reprendre contact avec Sarah contre notre volonté. Ils allaient se concentrer sur la mise en place de ressources adaptées en santé mentale, et de réseaux de soutien qui n'impliqueraient pas ses enfants. Cela fait plusieurs jours que j'ai reçu cet appel, et je suis toujours en train de lutter intérieurement avec toutes ces questions. Aurions-nous pu gérer la situation autrement? Avons-nous raté des signaux d'alerte? Protéger mes enfants contre l'instabilité de Sarah valait-il le risque qu'elle finisse par se faire du mal, se sentant complètement rejetée? Je voulais mettre à jour tous ceux qui ont suivi notre histoire, car cette évolution change évidemment profondément la nature de la situation. Et parce que j'espère que le partage de notre expérience pourra être utile à d'autres familles confrontées à des défis similaires et des parents biologiques qui réapparaissent après de longues absences, dans l'espoir de se reconnecter avec des enfants qui, entre-temps, ont avancé dans leur vie.